Donc, je suis dans Excel, je suis dans un document qui rapporte les résultats d'une expérience qui a été faite dans une école primaire. Donc, j'avais séparé la classe en deux. Il y avait ici 19 élèves dans la classe. Ils ont été séparés donc en deux groupes. À un groupe, on a appris une technique de mémorisation qui s'appelle la technique du palais de mémoire, donc qui est une façon de systématiser la façon dont on apprend les choses par cœur. Puis à l'autre groupe, on n'a rien fait. On leur a juste dit, on leur a donné, on les a laissés s'amuser pendant que les autres apprenaient. Donc, ils étaient dans deux groupes séparés. Et ensuite, on a réuni tout le monde ensemble. Puis là, on a montré une liste de 20 mots. Il y avait un mot qui apparaissait à la fois pour 10 secondes. Donc, ça dure un certain temps. On montre les 20 mots. Puis ensuite, les élèves doivent essayer de se rappeler de l'ensemble des 20 mots dans le bon ordre. Okay? Donc, s'ils réussissent, on appelle ça, ici, ça s'appelle full recall. S'ils n'ont pas réussi à ça, donc s'ils n'ont pas réussi à se souvenir de tous les mots, ou s'ils n'étaient pas dans le bon ordre, tout ça, c'est partial recall. Donc là, l'hypothèse, c'est que les élèves qui utilisent la technique du palais de mémoire sont plus susceptibles que les autres de se rappeler de tous les mots de la liste. Donc, si on a utilisé la technique du memory palace, on devrait avoir plus souvent de full recall. Donc là, j'aimerais vérifier premièrement que mon hypothèse est vérifiée à l'intérieur de l'échantillon. Puis ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que je peux généraliser ce que j'ai trouvé dans mon hypothèse à la population? Puis là, c'est là qu'on va avoir besoin d'un test d'hypothèse. Donc, première étape, c'est de voir si ça fonctionne à l'intérieur de l'échantillon. Puis, première étape pour faire cette première étape-là, d'abord, c'est de regarder si mes résultats sont bien complets. Donc, pour une variable nominale, il faut faire attention que ici, il n'y a pas énormément de matériel, donc on voit d'un coup d'œil que ça fonctionne, mais je dois m'assurer que pour chaque individu, donc la ligne est complète. Okay? Donc, il ne doit pas y avoir de valeur partielle parce que ça ne va pas fonctionner. Une autre chose que je peux faire, donc là, ici, je clique sur le prochain, je travaille avec un trackpad. Là, je garde mon trackpad enfoncé pour sélectionner l'ensemble des données, mais pas le nom de la variable, mais je sélectionne seulement les données, mais toutes les données. Puis ensuite, dans ma petite case en haut, je vais aller lui donner le nom de la variable, puis ensuite, je dois appuyer sur « Retour ». Donc, je fais la même chose une deuxième fois. Je clique sur la première donnée, mais pas le nom de la variable. Puis là, je descends avec mon trackpad enfoncé. Je vais sélectionner toutes les données. Ensuite, je vais cliquer ici, puis je vais appeler ça ici « Results ». Puis ensuite, j'appuie sur « Retour ». Ça va me simplifier la vie un peu quand je vais construire mes tableaux tout à l'heure. En fait, je vais commencer ça maintenant. Donc là, je vais faire mes tableaux de valeurs observées. Apparemment, ici, je suis en gras. Je vais aller désactiver le gras pour écrire ici. Mais donc, ici, ma variable indépendante, c'est la technique que j'ai utilisée. Donc, j'avais Memory Palace. On va abrévier ça avec M. Puis l'autre, c'était Best You Can. Ça ici, ça va être B. Puis ensuite, on a les résultats. C'est soit j'ai un Full Recall, on va appeler ça F. Soit j'ai un Partial Recall, puis on va appeler ça PR, parce que j'ai déjà P pour probabilité. Puis ça ici, ça va être mon total. Donc là, je vais compter mes éléments. Là, ici, moi, je suis en anglais, donc je vais utiliser la fonction qui s'appelle COUNTIFs. On se souvient que quand je veux faire quelque chose par Excel, je dois commencer ici par un égal. Donc, je fais égal, COUNTIFs. Puis ensuite, on me demande ma première plage de données ici. Ça va être, moi, ce que j'ai appelé technique. Puis là, vous voyez que dès que je commence un T, ça me fait apparaître une ligne. Puis là, mon option technique est disponible. Ensuite, moi, je tape une virgule parce que je suis en anglais. Mais si vous êtes en français, vous tapez un point-virgule. Ensuite, j'ouvre les guillemets les plus simples possibles. Et ensuite, je vais écrire ici exactement tel que ça apparaît. Memory Palace, il faut que ce soit tel que dans les données. Puis ensuite, je vais aller chercher mon deuxième élément qui est Results. Puis dans Results, toujours un point-virgule si vous êtes en français, mais moi c'est une virgule. Je vais aller chercher ici Full Recall. C'est très important que ça soit écrit exactement de la même façon, mais là ici, moi ça a l'air de fonctionner. Une fois que j'en ai fait un, je vais le copier, je vais sortir de là en appuyant sur le petit crochet vert, puis ensuite je vais cliquer sur ma classe d'en bas, puis je vais faire coller. Là, je vais aller modifier les choses que j'ai besoin de modifier. Donc ici, c'est encore Full Recall, mais cette fois-ci, c'est les gens qui ont fait de leur mieux. Donc Best You Can, ici.
Puis ici, je vais retourner ici, parce que ça ici, c'est encore la technique du Memory Palace, mais cette fois-ci, c'est Partial Recall. Donc là, j'ai une seule personne ici. Puis là, je vais sortir d'ici. Là, c'est l'idée. Il faut tout refaire. Donc, c'est Partial Recall, mais c'est la technique Best You Can. Donc, encore là, ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que c'est écrit exactement tel que dans les données. Alors là, ici, j'en trouve 8. Là, j'ai complété l'intérieur de mon tableau. Maintenant, je vais faire mes totaux partiels. Donc, ça ici, ça va être mon total marginal de colonne. J'utilise la fonction en anglais SUM pour somme, mais ça va être en français SOMME. Donc là, ensuite, je vais aller cliquer sur les deux cases dont j'aimerais faire la somme. Puis une fois que j'en ai fait un, je peux copier celle-ci puis la coller à l'autre endroit. Puis Excel va changer les valeurs. Donc, même chose maintenant pour mon total marginal de rangée. Ici, le premier, ça me donne 9. Ensuite, je copie celle-ci. Ça me donne 19. Donc, c'est ce que je m'attendais d'avoir, puisque j'ai 19, il y a 19 personnes dans la classe. Puis ici, donc là, ici, on le voit tout de suite que ça fonctionne, mais je pourrais, dans les cas plus complexes, vérifier que ça, c'est la somme donc de tout ce que j'ai à l'intérieur de mon tableau. Puis les totaux marginaux de colonnes, si on les additionne, 10 plus 9, ça devrait faire mon grand total. Puis la même chose pour les totaux marginaux de rangée, 9 plus 10, ça fait bien 19. Donc ça, c'est les valeurs observées. Avec ce tableau-là, je peux calculer la valeur des probabilités conditionnelles dont j'ai besoin pour savoir si mon hypothèse est vérifiée dans mon échantillon. On va commencer par écrire ces probabilités-là. Donc, les élèves qui utilisent la technique du palais de mémoire, ça, c'est ma variable indépendante, on a dit, parce que c'est celle qui est avant le son plus susceptible, que les autres de se rappeler tous les mots de la liste. Donc, tous les mots de la liste, c'est F. Donc, ça va être la probabilité de F, sachant que j'ai utilisé la technique du palais de mémoire. On va dire que ça, c'est plus grand que la probabilité de se souvenir de tout, en sachant que j'ai fait de mon mieux seulement. Donc là, on veut trouver des valeurs mathématiques correspondant à ces expressions-là. Puis ça, ici, c'est toujours la case, on a dit, c'est toujours la même formule, la case où F rencontre M, ça ici, divisé par le total marginal associé à M, donc associé à la catégorie indépendante, ça me donne cette valeur-là. Puis ici, c'est la valeur où F rencontre B, ça ici, divisé par le total marginal associé à la catégorie indépendante. Donc, ici, c'est cette valeur-là. Puis là, ben, ça va bien parce que c'est confirmé, donc, à l'intérieur de mon échantillon. C'est vrai que les élèves qui utilisent la technique du palais de mémoire sont plus susceptibles que les autres de se rappeler tous les mots de la liste, c'est pas vrai? Parce que dans un cas, c'est presque 90% des personnes qui ont utilisé la technique du palais de mémoire qui se sont rappelées de tout, alors que c'est seulement 20% pour l'autre groupe. Donc, première question, on a une réponse affirmative, ça fonctionne dans mon échantillon. Maintenant, est-ce que je peux généraliser? Pour répondre à cette question-là, ça nous prend un test d'hypothèse. Donc là, comme j'ai deux variables nominales, je vais commencer comme si j'allais faire ici un test de qui carré, parce que c'est toujours la même chose. Donc là, ici, je vais aller copier le tableau que j'ai déjà fait. En fait, je ne veux pas faire ça comme ça, parce que là, si je le copie simplement, je vais juste vous montrer pourquoi ça ne marche pas. En fait, je vais refaire ça. Là, si voyez-vous, là, j'ai simplement copié-collé mon tableau, mais quand j'efface les valeurs à l'intérieur, ça ramène tout à 0. Là, c'est pas ça que je veux, évidemment, parce que je veux maintenir, moi, mes totaux marginaux. Alors, j'efface tout ça. Je vais aller copier ça ici. Puis maintenant, j'appuie sur CTRL sur le Mac, mais ça peut être un right-click, ça peut être plein de choses. Puis là, je vais aller faire Paste Special Values. Puis là, maintenant, c'est que les chiffres et non pas les formules qui ont été copiées. Puis maintenant, je peux venir, voyez-vous, à l'intérieur, effacer ça, puis ça ne va rien changer. Donc là, ici, je dois évidemment inscrire mes valeurs attendues. Puis là, c'est aussi toujours la même façon de fonctionner. Donc, c'est toujours le total marginal de colonne multiplié par le total marginal de rangée divisé par le grand total. Donc, c'est un petit peu différent. Mais là, voyez-vous, j'ai déjà un problème parce que pour que ça fonctionne avec le qui carré,
il faut absolument que mes valeurs attendues, donc pas les valeurs observées. Ici, j'avais des valeurs observées très faibles, donc 2, 1, ça ne dérange rien. Ce qui est vraiment important, c'est que mes valeurs attendues soient toutes d'au moins 5. Puis là, ici, j'en ai déjà une qui n'est pas de 5, donc c'est problématique. Ici, je vais continuer juste pour la forme, mais on sait déjà qu'il va falloir abandonner ça. Donc là, ici, je vais aller voir si j'en ai pas d'autres qui sont problématiques. Donc c'est toujours, je le répète, la même recette. Total marginal de colonne fois total marginal de rangée divisé par grand total. Puis là, ici, j'ai un autre problème. Total marginal de colonne multiplié par total marginal de rangée divisé par grand total. Et là, ici, ça me donne, donc voyez-vous, j'ai beaucoup de problèmes. Donc là, ici, je ne peux pas faire un test de qui carré habituel. Et je vais devoir faire à la place un test de Fisher. Comment on fait pour faire un test de Fisher? C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas si plus compliqué que ça. La première chose, c'est qu'il faut identifier notre plus petit total marginal. Donc là, ici, j'en ai deux, en fait, qui sont la même. Là, on ne s'intéresse plus maintenant aux valeurs attendues. On s'intéresse seulement aux valeurs observées, parce que ça ne marche pas pour nous. Donc, on retourne aux valeurs observées, puis là, je cherche là-dedans mon plus petit total marginal. Donc là, j'ai deux options. C'est cette rangée-là ici ou cette colonne-là ici. Donc, si on a la possibilité de travailler sur une rangée ou une colonne, on va travailler sur une rangée. Puis dans une rangée, ok, là, il faut se choisir une cellule de référence. Vous allez voir comment ça fonctionne dans 2 secondes. Mais donc là, ici, j'ai le choix de travailler sur une rangée ou une colonne parce que mon plus petit total marginal, c'est le même ici et là. Donc là, entre une rangée et une colonne, c'est purement conventionnel dans le cadre du cours. On va toujours choisir une rangée. Sur une rangée, on va toujours choisir la case de gauche et non pas la case de droite. Si j'avais à me rabattre absolument sur une colonne, je choisirais toujours la colonne du haut. Pas la colonne du haut, mais la cellule du haut dans ma colonne. Mais là, donc ici, on dit qu'on va préférer la rangée à la colonne, puis dans la rangée, on va commencer par la cellule qui est la plus à gauche. Donc là, ici, c'est ma cellule E6. Donc là, ici, on va se faire une nouvelle colonne. On va appeler ça configuration E6. On va mettre ça encore ici en bold pour que ce soit plus joli. Puis la configuration de E6, c'est toutes les valeurs que peut prendre la case E6 jusqu'à 9. Ça commence toujours par 0. Puis ensuite, on va monter ça jusqu'au plus petit total marginal. Ici, c'était 9. Donc là, ce que je vais faire pour faire ça, c'est que je vais cliquer sur mon 0. Comme vous voyez, j'ai une espèce de petit carré vert ici. Je vais appuyer sur ce carré-là avec option enfoncée. Puis ça me permet de copier en faisant augmenter les valeurs. Donc là, voyez-vous, j'ai créé une colonne qui va de 0 à 9. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc là, ici, c'est pas jusqu'à maintenant encore trop compliqué. Mais là, c'est ici que les choses se corsent un peu. Là, je dois calculer, on se souvient peut-être de ça de notre lecture, je dois calculer la probabilité de chacune de ces configurations-là. Autrement dit, on a eu, ça c'est les valeurs observées que nous, on a trouvées, mais on aurait pu trouver à la place de 8, 6, 0, puis là, ça aurait changé l'ensemble des totaux, évidemment. On aurait pu trouver 1, 2, 3, mais si on fait en sorte que les totaux marginaux demeurent pareils, bien ça, c'est les seules valeurs que peut adopter E6. C'est vrai, donc, on pourrait choisir d'autres, je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait choisir d'autres cellules de référence, mais nous, on va toujours s'entendre sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On va toujours préférer une rangée à une colonne, puis dans une rangée, on va toujours préférer la valeur de gauche, dans une colonne, on va toujours préférer la valeur d'en haut. Donc là, ici, je vais utiliser une formule un peu compliquée, c'est la loi hypergéométrique, ça s'appelle. Donc c'est là, ici, Hypergeometric Distribution. Ça ici, ça demande 4 arguments, on appelle ça. Donc il y a 4 choses que je dois rentrer. Okay, la première chose, je vais cliquer ici sur c'est ma référence de cellule. Okay, donc ici, c'est la case I7. C'est pas facile à voir. Ensuite, je vais rentrer une virgule. Puis ensuite, on me demande le sample, le number sample, puis ça ici, ça va être toujours mon total, on travaille toujours ici pour les valeurs observées, c'est mon total marginal de colonne.
Okay, donc là, ici, je clique ici. Moi, je rajoute une virgule parce que je suis en anglais, mais vous, ce serait un point-virgule si vous êtes en français. Ensuite, je m'en vais ici, Population S, ça c'est mon total marginal de rangée. Donc, pour moi, ça va être ça ici. Puis le Number Pop, ça va être mon grand total. OK. Là, on veut faire la même chose pour toutes les autres. Okay, donc ici, on veut que ça se répète. Puis là, la seule valeur qui doit changer là-dedans, c'est la première valeur, c'est celle-ci. Okay, parce qu'ici, on veut que ça soit 0, mais ensuite, on veut que ça soit 1. Toutes les autres valeurs, on veut que ça demeure les mêmes. Alors, pour faire ça dans Excel, okay, ce qu'on doit faire, c'est rajouter un signe de dollar devant la lettre et devant le chiffre qui sert de coordonnée à ma cellule. Donc là, ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais dire à Excel tout à l'heure, là, je vais copier-coller cette formule-là, mais je veux que ces cellules-là, là, ça soit toujours les mêmes. Ça ne va pas changer quand je vais copier ma cellule. Okay, donc, on arrive à ça, je le répète, en mettant des signes de dollar devant à la fois la lettre et le chiffre qui correspondent aux coordonnées de ma cellule. Puis on ne veut pas faire ça pour la première valeur parce que celle-là, elle doit changer. Donc là, je vais faire OK ici. Là, moi, je suis ici, là, c'est des belles décimales, mais si jamais vous voyez la notation scientifique, il faut aller ici, dans ce menu déroulant-là, changer ça pour nombre, et ensuite utiliser ça ici pour ajouter des décimales. Okay, donc ça ici, c'est ce que j'ai. Moi, maintenant, ça ici, c'est correctement paramétré, puis là, j'ai juste à copier cette cellule-là pour la faire descendre jusqu'en bas. Puis là, c'est la même chose. J'appuie sur ma petite... moi, ici, sur le Mac, je pense que je dois appuyer sur Options. Non, ça marche tout seul. Donc, j'ai simplement appuyé sur le petit carré. J'ai fait glisser. Puis, ça copie mes choses. Voyez-vous, c'est toujours les mêmes cellules ici qui sont référées, sauf la première, là où ça s'est adapté ici. Donc là, ce que j'ai, c'est la probabilité associée à chacune des configurations. Donc, autrement dit, j'ai 10 tableaux observés possibles, donc qui sont numérotés de 0 à 9, puis chacun est associé à une probabilité. Donc là, la dernière étape maintenant, c'est de trouver la fameuse valeur P. Nous, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de mi-P. Okay? Et pour faire ça, il y a deux étapes. La première étape, c'est identifier la probabilité qui correspond à la configuration actuelle de E6. Okay? Donc, moi, c'est un 8 qui est dans E6. Donc, ma configuration actuelle, c'est ce chiffre-là ici. Okay? Donc, ça, c'est la probabilité d'avoir obtenu ce que moi, j'ai obtenu. Pour calculer ma valeur P, okay, donc je vais écrire valeur P ici. Ce que je dois faire, c'est que je dois additionner toutes les probabilités dans cette liste-là qui sont plus petites que celle qui correspond à mon tableau de contingence actuel. Okay, donc, dans mon tableau de contingence actuel, dans la case E6, c'est la valeur 8. Alors, je dois prendre tout ce qui est plus petit que 0,004. Alors là, j'en ai... je vais écrire égal ici, puis ensuite, je vais taper sur cette case-là, parce que ça va être inclus. Donc là, je vais additionner toutes ces probabilités-là ici. Donc ça c'est plus grand que celle de la numéro 8. Ça, c'est plus grand, ça, c'est plus grand. Mais ça ici, c'est plus petit. Puis la première, c'est plus petit aussi. Puis on doit additionner maintenant la moitié de cette probabilité-là ici. Donc je vais taper là-dessus. Là, j'ai ouvert les parenthèses parce que je veux faire diviser par 2. Okay? Donc là, ici, ça pourrait varier, évidemment. Mais je répète la procédure. On identifie parmi les configurations possibles, celle qui correspond à mon tableau de contingence actuel. Donc, pour moi, c'est un 8 qui est dans ma case de référence. Donc, ça, c'est la probabilité qui me sert de référence. Je dois additionner toutes les probabilités qui sont plus petites que celle-ci, plus la moitié de cette probabilité-là. C'est ce que j'ai ici. Puis ça me donne ma valeur P, produite par le test exact de Fisher. Puis la façon d'interpréter cette valeur P-là, c'est la même que d'habitude, évidemment. Donc, plus petit que 0,05. Mais ce que j'ai trouvé en termes de relations entre les variables dans mon échantillon, c'est généralisable.
Donc là, ici, c'est tout à fait plus petit que 0,05, donc je peux généraliser mes résultats. Si jamais on tombe sur 0,05 ou on tombe sur quelque chose de plus grand, mais on va dire qu'on ne peut pas généraliser les résultats, on n'a pas suffisamment de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle, donc il n'y a aucun lien entre le résultat ici et la technique de mémoire utilisée. Mais dans mon cas, ce lien-là est généralisable, et ça, c'est la fin de mon test exact de Fisher.